Elena était une mère célibataire qui vivait avec sa fille Maggie, 5 ans, aux yeux brillants, dans une maison soignée à 2 étages, au calme d'une ruelle. Elle travaillait à temps partiel à la bibliothèque voisine et passait chaque instant libre à lire des histoires ou à jouer à faire semblant avec sa petite fille. Par un après-midi ensoleillé, Maggie sautillait dans le chemin, ses couettes ondulant au rythme de son rire. « Ne cours pas trop vite », lui cria Elena d'une voix chaleureuse et affectueuse. Mais Maggie se retourna, le visage rayonnant, et cria en retour « Je voulais juste dire bonjour à Monsieur Richard et à Toby. » Monsieur Richard était le vieux voisin d'en face, un homme d'une 60aine d'années, toujours vêtu d'un vieux pull marron et d'un béret gris. Il adorait les chiens, en particulier son fidèle labrador blanc, Toby, et adorait partager ses fameux biscuits au beurre avec les enfants du quartier. Plus tard dans la journée, tandis qu'Elena faisait la vaisselle, Maggie réapparut dans la cuisine, ses joues roses habituelles vidées de leur couleur. « Maman », murmura-t-elle d'une voix tremblante, « j'ai entendu quelqu'un pleurer. » Elena marqua une pause, fronçant les sourcils devant le ton soudain glacial de sa fille. « Pleurer ? D'où ? demanda-t-elle doucement. « De chez Monsieur Richard », insista Maggie en s'agrippant au dossier d'une chaise de cuisine. « Dans la pièce secrète. Quelqu'un est vraiment triste. » Elena laissa échapper un petit rire et s'agenouilla pour repousser une mèche de cheveux derrière l'oreille de Maggie. « Ma chérie, tu te fais des idées. Il n'y a pas de pièce secrète. » « Mais je l'ai vu déplacer le meuble et le pousser contre le mur, » supplia Maggie, les yeux écarquillés. Puis j'ai entendu un cri, un vrai cri, comme si quelqu'un était terrifié. Elena caressa les cheveux de Maggie et lui adressa un sourire rassurant. « C'est peut-être juste la télé. Il regarde beaucoup de vieux films. » L'inquiétude dans les yeux de Maggie persista jusque tard dans la nuit, et Elena ne put s'en défaire. Le lendemain matin, elle accepta prudemment lorsque Maggie la supplia de jouer avec Toby, à une condition, seulement dans le jardin, prévint Elena. « Et reste près de moi. » Fidèle à elle-même, Maggie obéit, mais en partant, elle jeta un coup d'œil à la maison, l'air hanté. Plus tard, à son retour, Elena s'assit à côté d'elle sur la balancelle du porche. « As-tu entendu quelque chose d'étrange aujourd'hui » demanda-t-elle doucement. Maggie secoua la tête, mais les aboiements de Toby contre le meuble en bois racontaient une toute autre histoire. « Il m'a dit, ne t'approche pas de ça, c'est pour les adultes qui comprennent » avoua Maggie. Le cœur d'Elena se serra. De telles paroles de la part de Monsieur Richard ? Elle ne savait pas trop quoi croire, mais elle ne pouvait ignorer la peur de sa fille. Ce soir-là, Elena a parcouru un forum en ligne pour mères célibataires. « Ma fille prétend qu'il y a une pièce cachée dans le sous-sol du voisin », a-t-elle écrit. Elle a entendu quelqu'un pleurer. Est-ce que j'exagère ? Les conseils ont afflué, fiez-vous à l'instinct de votre enfant, vérifiez, ne négligez pas les détails. Le lendemain, à l'aube, Elena et Maggie frappèrent à la porte de Monsieur Richard. Il les accueillit avec son doux sourire habituel et les fit entrer. L'odeur des biscuits frais réchauffait l'air, mais la question d'Elena rompit l'atmosphère chaleureuse. « Avez-vous une chambre spéciale au rez-de-chaussée » demanda-t-elle d'une voix ferme mais polie. Son rire était doux mais creux. « Pas de pièce secrète, ma chérie. » L'imagination de Maggie. Il suggéra que les sons devaient être ceux de Toby qui aboyait ou d'un film à la télé. Elena hocha la tête, mais le malaise la tenaillait comme une fumée. Cette nuit-là, le vent claquait contre la fenêtre tandis qu'Elena lisait à la lumière d'une lampe. Puis retentit un cri ni canin, ni cinématographique mais humain, rauque de terreur. Le cœur battant, elle écarta le rideau. Les lumières du voisin brillaient, mais personne ne bougea. Seul Monsieur Richard, caressant calmement Toby sur le porche, la regardait sans cligner des yeux. Le lendemain matin, Maggie se réveilla pâle et sans sommeil. « J'ai encore rêvé de cette chambre » murmura-t-elle en tremblant. « Quelqu'un m'a appelé. Aide-moi. » Elena la serra contre elle, lui promettant de ne jamais la renvoyer. Plus tard dans la journée, Madame Bethany, la voisine veuve, s'arrêta devant leur portail. « Moi aussi, j'ai entendu ce cri » murmura-t-elle, l'inquiétude se lisant sur son visage. « Ça fait une éternité qu'il ne s'est rien passé d'aussi étrange par ici. » La résolution d'Elena se renforça. De retour à l'intérieur, Maggie fourra un dessin dans les mains de sa mère, une pièce plongée dans le noir complet, de lourdes chaînes traînant dans l'obscurité, une seule paire d'yeux observant derrière un mur fissuré. Les lignes brutes étaient d'une précision effrayante. Elena retint son souffle en réalisant que l'imagination de sa fille avait peint une réalité bien plus effrayante que la fiction. À partir de ce moment,
Elena jura de protéger Maggie à tout prix. Plus de jeux à la porte, plus de sourires polis et confiants. La pièce secrète était réelle, et quelqu'un ou quelque chose était coincé à l'intérieur, appelant au secours. Je suis sur le point de faire des biscuits aux noix de cajou, dit-il, offrant ce même sourire calme et rassurant qu'il arborait toujours. Tu as pointé le sous-sol. Tu gardes les fleurs là-bas? Il vous observa un instant. Vous semblez stressé. J'ai toutes les raisons de l'être, répondit Elena, son regard fixé sur le sien. Il fit un pas en avant. J'espère que tu comprends, n'appelle plus jamais ma fille, Elena. Le cœur d'Elena battait fort tandis qu'il ajoutait doucement, je me soucie des enfants. C'est tout. C'était Monsieur Thomas, un autre voisin d'une cinquantaine d'années, dont la femme enseignait à l'école locale et qui défiait souvent Richard aux échecs le soir. Que se passe-t-il? Demanda Monsieur Thomas, l'inquiétude creusant son front. Ce n'est rien, répondit Richard trop vite. Juste un petit malentendu. Elena est tout simplement surprotectrice. La voix d'Elena devint glaciale. Ce n'est pas un malentendu. Je sais exactement ce que je fais. Elle prit la petite main de Maggie dans la sienne et s'éloigna, mais les mots de Richard résonnèrent dans sa tête, je me soucie des enfants. Cette nuit-là, Elena resta éveillée dans le noir, chaque craquement et chaque murmure de la vieille maison amplifiant sa peur. Après ce qui lui sembla des heures, son téléphone vibra. Un message de Bethany, la femme qui vivait au bout du chemin. Je ne veux pas vous alarmer, mais je l'ai vu quitter la maison à 2 heures du matin hier soir. Il est resté absent environ 1 heure. Ce n'était peut-être rien, mais ça m'a semblé étrange. Les doigts d'Elena tremblaient lorsqu'elle répondit, merci, Bethany. J'ai observé aussi. Je crois que je devrais rappeler la police. Quelques instants plus tard, Bethany ajouta. Si tu as besoin d'un témoin, je serai à tes côtés. J'ai vécu à côté d'un taré. On le reconnaît quand on en voit un. Se mordant la lèvre, Elena ouvrit ses contacts et composa le numéro du département de police de Concorde. Dépêche Concorde, comment puis-je vous aider? Bonjour, je m'appelle Elena Brox. J'ai appelé tout à l'heure à propos d'un cri provenant de chez mon voisin, et maintenant j'ai plus de détails. Pourriez-vous développer, madame? Ma fille n'arrête pas de parler d'une pièce secrète dans sa maison. Je l'ai vu pointer le sous-sol du doigt tout en lui murmurant quelque chose et puis il y a eu ce cri l'autre soir. Nous avons pris note de votre rapport, mais sans preuve concrète vidéo ou audio nous ne pouvons pas obtenir de mandat de perquisition. Tu veux dire que je dois filmer secrètement mon voisin? Nous ne vous encourageons pas à le faire, mais en cas de danger immédiat, appelez-nous immédiatement. Merci, murmura Elena. Le lendemain, déterminée, elle acheta une petite caméra cachée. Elle la plaça dans un pot de fleurs sur le rebord de la fenêtre du 2e étage et la pointa sur la porte arrière de Monsieur Richard. À midi, elle appela Maggie. Peux-tu me dire quand tu l'as vu déplacer ce meuble pour la dernière fois? Maggie hocha la tête, son petit visage sérieux. Il a écarté du mur une lourde armoire en bois. Derrière, il n'y avait que de la pierre, mais ça sentait le métal et la nourriture avariée. Elle marqua une pause, frissonnante. Et j'ai entendu des coups faibles, mais 3 coups, comme ça. Elle tapa le sol, toc, toc, toc. Ce soir-là, Elena visionna les images. Au début, tout était ordinaire, Monsieur Richard emmenait Toby se promener, arrosait ses plantes, répandait des miettes de pain pour les oiseaux. Puis, à 22h47 précise, il fit glisser l'armoire sur le côté, comme Maggie l'avait décrit. Elena zooma sur l'espace. Il ne révéla que l'obscurité, jusqu'à ce qu'une image glaçante se fiche sur son écran, une ombre faible, comme si un bras s'était tendu de cet espace caché. Son souffle se coupa. Elle marqua une pause et repensa à ce moment encore et encore, l'image lui envoyant une vague de froid dans le dos. Le lendemain matin, elle a imprimé la photo effrayante et s'est rendue au poste de police local. J'aimerais déposer une plainte, a-t-elle dit à l'agent de service, Lucie René, une femme au regard perçant d'une 30aine d'années. Lucie a pris la photo. Qu'est-ce que c'est? C'est ce que j'ai filmé, dit Elena d'une voix ferme mais pressante. Je crois que c'est un bras. Lucie fronça les sourcils. Tu as la vidéo complète? Elena lui tendit une clé USB. Lucie l'observa. C'est difficile d'obtenir un mandat sur la seule base d'une image floue. Mais si votre fille dit la vérité et que quelqu'un est coincé là-dedans. Je veux juste qu'il soit retrouvé, murmura Elena. Le ton de Lucie s'adoucit.
J'ai grandi en famille d'accueil. Je crois les enfants quand ils parlent. Accordez-moi quelques jours. Ce soir-là, Bethany envoya un nouveau message. Quelqu'un d'étrange est venu chez lui ce soir. Une femme avec un chapeau. Elle n'a pas utilisé la porte d'entrée, je l'ai vue entrer par la cuisine. Elena répondit, merci. Je travaille avec la police maintenant. L'après-midi suivant, Maggie dessina de nouveau. Cette fois, son crayon esquissa une échelle en bois descendant dans l'obscurité, aboutissant à une petite pièce au mur marbré et à une silhouette recroquevillée sur le sol. « Tu as vu ça en rêve » demanda Elena. Maggie secoua la tête. « Non, je m'en souviens. » Lundi, Elena trouva Maggie déjà réveillée, serrant son ours en peluche contre elle. Les yeux de la petite fille étaient écarquillés et hantés. « J'ai encore entendu des grattements hier soir, maman. » 3 coups, puis Toby a aboyé, et puis, plus rien. « Je suis là » murmura Elena en écartant les cheveux des épaules tremblantes de Maggie. « Dors avec moi à partir de maintenant, d'accord ?» Maggie hocha la tête et Elena la porta jusqu'au lit, son propre cœur battant à chaque craquement des murs. Le lendemain, de retour au bureau silencieux de la bibliothèque, Elena essaya de lire, mais chaque page résonnait de ses 3 coups. À midi, son téléphone vibra, Lucie René avait des nouvelles. J'ai visionné les images. C'est peut-être une réflexion, mais je ne la rejette pas. J'ai demandé ses dossiers d'information. Elena, a-t-elle écrit, Maggie est encore traumatisée. Elle rêve de la chambre noire et la dessine en détail. Peux-tu partager ses dessins? Cet après-midi-là, Elena a récupéré les derniers croquis de Maggie. L'armoire a été poussée sur le côté, révélant des briques fissurées. 2. Une pièce sombre avec des chaînes au sol et une chaise en bois attachée aux bras et aux jambes. 3. Un visage aux yeux creux, des stries rouges saignant de ses orbites. Elle les a photographiés et a envoyé les dossiers à l'agent René. 10 minutes plus tard, Lucie a rappelé. Ce deuxième dessin, votre fille n'a jamais vu de chaîne ou de chaise de contention dans la vraie vie, n'est-ce pas? Non, répondit Elena à voix basse. Elle n'est jamais allée dans son sous-sol. Je les ai envoyés chez une psychologue pour enfants à Washington DC, dit Lucie d'un ton grave. Elle dit que la chaise et les chaînes correspondent à ce qu'on appelle une salle de confinement, utilisée historiquement pour des expériences émotionnelles perturbatrices. Le sang d'Elena se glaça. C'est horrible, murmura Lucie. Il a déjà été consultant sur une affaire similaire à New York. Il a attaché des enfants dans une pièce fermée et les a observés à travers un miroir sans teint. Elena serra son téléphone. Tu crois que Monsieur Richard? Je ne peux pas l'affirmer avec certitude, prévint Lucie, mais c'est grave. Et ce n'est pas tout, chaque ville où il a vécu, y compris Syracuse, a connu au moins une disparition d'enfants non résolue l'année de son départ. Elena sentit les murs de la bibliothèque se refermer sur elle. 3 coups, pensa-t-elle, et le monde basculera à jamais. Ce soir-là, Maggie refusa de manger le ragoût de poisson qu'elle adorait autrefois. Je n'ai pas faim, murmura-t-elle en regardant par la fenêtre, le regard vide. Elena s'assit à côté d'elle. Tu as mal? Quelque chose te fait mal? Maggie secoua la tête. Non, mais l'odeur de la nourriture, ça me rappelle cette pièce. Quelle odeur? Insista doucement Elena. Maggie fronça les sourcils, cherchant les mots justes. Comme de la vieille viande, et quelque chose de métallique, comme du sang. Je ne veux plus manger, maman. Elena posa sa cuillère, le cœur serré. Une enfant de 5 ans ne devrait pas parler comme ça. Tôt le lendemain matin, Elena a emmené Maggie chez le docteur Daniel Carter, un pédiatre aimable et chaleureux. Après un examen approfondi, il a demandé à parler seul à seul avec Elena. Physiquement, elle va bien, a-t-il dit, l'inquiétude s'imposant sur son front. Mais psychologiquement, je vois des signes avant-coureurs. Qu'est-ce que tu crois que c'est? Murmura Elena. Elle présente les symptômes classiques du syndrome de stress post-traumatique, insomnie, aversion pour ses aliments préférés, peur persistante. C'est rare chez quelqu'un d'aussi jeune, mais si vos soupçons sont fondés, tout concorde. Il se pencha en avant. N'essayez pas de lui faire oublier. Encouragez-la à dessiner, à parler, à partager. Et si vous croyez votre voisin, quittez le quartier pour un moment. La sécurité d'un enfant doit toujours primer, fiez-vous à votre instinct. De retour à la maison, Elena déverrouilla la porte d'entrée, mais son sang se glaça. La fenêtre de la cuisine était légèrement entr'ouverte,
bien qu'elle ait verrouillé toutes les entrées ce matin-là. Du jardin voisin, Madame Bethany appela, « Avez-vous laissé une fenêtre ouverte? J'ai vu un homme rôder dehors tout à l'heure. » Le cœur d'Helena battait fort. « Il est entré? » « Je n'en suis pas sûr, » répondit Bethany. « Je n'ai vu que son dos, un chapeau, mais ce n'était pas Monsieur Richard. » Helena serra Maggie contre sa poitrine et la conduisit dans la chambre, verrouillant soigneusement la porte. Cette nuit-là, elle resta éveillée au chevet de sa fille, pas de livre, pas de sommeil. Avant le lever du soleil, son amie Lucie a téléphoné. « J'ai retrouvé une partie d'un vieux dossier », a-t-elle dit doucement. Partout où Monsieur Richard a vécu, au moins un enfant a disparu. Aucune plainte n'a jamais été déposée, mais la situation est trop inquiétante pour être ignorée. Que pouvons-nous faire? Je fais appel à l'unité des enquêtes spéciales, mais cela prendra des jours. En attendant, restez vigilants, il pourrait se douter d'être surveillé. L'état de ma fille empire, ravala Helena en retenant ses larmes. Elle ne mange plus, ne dort plus, et maintenant, elle a même peur de la lumière du jour. J'ai une amie dans un centre de protection de l'enfance, Carmen Wallace. Je vais organiser une rencontre. Merci, Lucie. Sans toi, je deviendrais folle. Lucie marqua une pause. J'étais moi-même une enfant oubliée. Je ne laisserai pas Maggie vivre la même chose. Cet après-midi-là, Maggie tendit à Helena un nouveau dessin. Il la laissa sans voix, une pièce fermée, la porte sans poignée, et en dessous, griffonnée comme un enfant, l'inscription « Personne ne peut entendre ». Helena s'affala sur le canapé, les autres croquis s'étalant autour d'elle. Plus l'imagination de Maggie semblait vagabonder, plus elle se rapprochait d'une vérité qu'Helena ne pouvait plus rejeter comme un fantasme. Elle ouvrit son ordinateur portable et créa un compte anonyme sur le plus grand forum américain dédié aux parents. Son message disait « Ma fille de 5 ans ne cesse de parler d'une pièce secrète chez notre voisin. Elle décrit des coups frappés, l'odeur âcre du sang, des images qu'aucun enfant ne devrait imaginer. J'ai contacté la police, mais elle n'a pris aucune mesure sérieuse. Je souhaite partager quelques-uns de ses dessins et une courte vidéo où elle raconte ce qu'elle a vu. » Elle a joint un extrait de 2 minutes dans lequel la voix de Maggie tremblait tandis qu'elle décrivait la porte sans poignée, le léger grattement derrière les murs et ce murmure obsédant, « Personne ne peut entendre. » En 1 heure, la publication avait été vue plus de 2000 fois, à minuit, près de 80 000, avec plus de 3000 commentaires. « Je suis institutrice en maternelle depuis 12 ans, a écrit l'un d'eux. Un enfant aussi jeune ne peut pas inventer des images pareilles tout seul. Il faut que tu retournes voir la police. Un autre a ajouté, « J'habite à côté. Cet homme vivait chez mon oncle quand nous étions enfants. Un enfant a disparu dans ce quartier à l'époque. » Sous le pseudonyme Madradala 1978, Irene Moore a partagé sa propre horreur. En 2011, sa fille Lorraine a disparu de Rochester, à seulement 4 maisons de l'endroit où vivait Monsieur Richard. Lorraine, elle aussi, a dessiné une chambre close. Helena a immédiatement envoyé un message à Irene, « Je suis Helena, la mère de Maggie. Je suis profondément désolée pour votre perte. Pourriez-vous m'envoyer le dessin de Lorraine ?» Quelques minutes plus tard, une photo arrivait, des briques brutes, de lourdes chaînes, une chaise vide. Helena savait alors que Maggie et Lorraine avaient vécu le même cauchemar. Au matin, les médias s'étaient emparés de l'affaire. Un journal local titrait « Étrange affaire à Concorde, la chambre secrète d'un enfant de 5 ans lié à une disparition en 2011. » Lucie rappela, « Helena, tu fais beaucoup parler de toi en ligne. » « Je fais ce qui est juste, » répondit Helena. La voix de son supérieur résonna, « Suspendez tout contact avec tous les témoins jusqu'à nouvel ordre. » « Helena, ils ne veulent pas semer la panique, » expliqua Lucie, troublée. « S'il vous plaît, protégez l'identité de votre fille. Je continuerai à enquêter officieusement. » « Je ne peux pas m'arrêter maintenant, » dit Helena, la détermination dans la voix. Cet après-midi-là, Bethany lui apporta un bout de papier trouvé dans sa boîte aux lettres, « Arrête de fouiller le passé. Il y a des choses qu'on ne veut pas savoir. » Pas de signature, mais une écriture fine et posée. Les mains d'Helena tremblaient. « Qui penses-tu qu'il a envoyé ?» demanda doucement Bethany. « Monsieur Richard, ou quelqu'un qui lui est fidèle, » dit Helena. « Mais je vais faire plus que simplement écouter. » Ce soir-là, elle a publié une photo du message avec cette légende, « Voici la menace que j'ai reçue après avoir révélé la vérité. Je n'ai pas peur, je crois ma fille et je me fie à mon instinct. » En 2 heures,
le message a été partagé plus de 10 000 fois. Le hashtag Believe Children a fait le buzz dans tout le pays et des célébrités ont exprimé leur soutien. Le lendemain matin, une équipe de télévision s'installa devant la maison de Monsieur Richard. Une jeune journaliste du Washington Post, Catherine Turner, sonna, un dossier à la main. « Puis-je entrer pour une courte interview ?» Elena hésita, puis hocha la tête. « Vous croyez que Monsieur Richard est lié à l'affaire de 2011 ?» demanda Catherine. « Je le crois », répondit Elena fermement. « Non seulement grâce au témoignage de ma fille, mais aussi grâce à mon instinct maternel et à la singularité insolite de ses dessins. Êtes-vous prêt à ce que les gens disent que vous inventez tout ça ? Quelqu'un a jeté une pierre dans ma fenêtre hier soir, répondit Elena. Je suis prête à tout. Vas-tu continuer ? J'irai jusqu'au bout. Cet après-midi, Elena a emmené Maggie au parc. C'était un moment rare de la laisser sortir. Ils étaient assis côte à côte sur un banc patiné lorsqu'un homme bien habillé, portant des lunettes de soleil noires, s'avança vers eux. « Elena Brox ?» demanda-t-il. Elle leva les yeux, surprise. « Oui, c'est moi. Je suis Michael Grant, avocat spécialisé dans les droits de l'enfant », se présenta-t-il gentiment. « Je suis mandaté par un conseil juridique pour vous assister. » Le cœur d'Elena battait fort. « Envoyé par qui ? » Un groupe de mères dont les enfants ont été maltraités a lu votre histoire, a-t-il expliqué d'une voix chaleureuse mais pressante. Elles ont créé un fonds de soutien pour offrir une aide juridique et demander à la police de rouvrir l'enquête près de l'ancienne résidence de Monsieur Richard. Sans voix, Elena ne put que murmurer « Merci. Je ne m'attendais pas à. » Nous allons bientôt déposer un mandat de perquisition d'urgence, lui assura Michael. Et ne vous inquiétez pas, votre fille sera protégée. Ce soir-là, le téléphone d'Elena vibra. C'était un message de Lucie. Nous avons reçu l'autorisation. Demain matin, nous exécutons un mandat de perquisition d'urgence au domicile de Monsieur Richard. Elena sentit ses genoux céder. Elle se tourna vers Maggie, recroquevillée sur le lit, serrant son ours en peluche contre elle. Maggie, demain, la police se rend chez Monsieur Richard. Les yeux écarquillés de sa fille croisèrent les siens. Est-ce qu'ils le trouveront, maman ? Elena déglutit difficilement. Je ne sais pas, ma puce, mais cette fois, ils t'écouteront. Avant que l'aube ne se lève sur les toits rouges et patinés de leur rue tranquille, 3 voitures de police se sont mises en place sans sirène. Toutes les fenêtres du pâté de maison restaient à moitié closes, mais derrière chaque vitre, des centaines d'yeux inquiets scrutaient la rue. Lucie sortit d'un des véhicules, la mâchoire serrée, son uniforme impeccable et inflexible. Un pistolet dans son étui reposait sur sa hanche, 3 officiers la flanquaient, l'un d'eux portant un lourd équipement pour percer les murs. Elena ? Lucie s'approcha et la remarqua près de la porte d'entrée, Maggie blottie contre elle. La voix d'Elena tremblait. « Tu es sûr ? » Le mandat est approuvé, confirma Lucie. Je dirigerai personnellement les recherches. Restez ici avec Maggie. Si quelque chose arrive, prévenez-moi immédiatement. Elena hocha la tête, serrant sa fille contre elle. La petite silhouette de Maggie frissonna, mais elle fixa la rue. « Maman, ils vont ouvrir le placard, n'est-ce pas ?»« Oui, ma chérie, » murmura Elena. « Et cette fois, tout le monde verra. » Lucie frappa fermement à la porte de Monsieur Richard. Le silence répondit. Elle fit signe à son équipe, faites sauter la serrure. Un craquement sec retentit lorsque la porte s'ouvrit vers l'intérieur, libérant une odeur étrange et piquante qui fit instinctivement reculer tout le monde. Police. Quelqu'un à la maison, a crié un policier. Silence. À l'intérieur, Toby le labrador était allongé sur un tapis, la tête levée mais silencieux. Les policiers se déployèrent dans le couloir, soignés, impeccables, comme figés dans le temps. Où est-il ? Murmura l'un d'eux. Lucie pointa du doigt. Rez-de-chaussée, à droite, derrière ce meuble. 2 officiers écartèrent le lourd bois, le bruit des planches qui s'ébranlaient fit frissonner le groupe. Derrière l'armoire se dressait un mur neuf, dont la surface était trop fraîche pour correspondre au vieux plâtre qui l'entourait. Commencez à percer, ordonna Lucie. Le rugissement de la perceuse résonna dans le silence. Dehors, Elena et quelques voisins observaient la scène avec horreur, Maggie enfouit son visage contre la poitrine de sa mère. Boum. Un PAN du mur s'effondra, révélant un vide d'un noir profond. Lucie alluma sa lampe torche. Entrez.
Elle et 2 agents pénétrèrent dans l'espace exigu, à peine 8 mètres carrés aux murs rembourrés de mousse insonorisante de qualité industrielle. Des dessins d'enfants décolorés, au visage violemment lacéré, s'accrochaient à la mousse, du sang séché maculait la robe d'une poupée. Une poussette était renversée. Une chaise en bois, munie de sangles en cuir, se dressait, menaçante, dans un coin. Sur une petite table, une boîte cabossée contenait des mèches de cheveux, témoignage d'innombrables victimes innocentes. À côté, un journal en cuir craquelé portait le titre Journal d'expérience depuis 2005. Lucie l'ouvrit. Une écriture masculine, précise et glaçante, ligne par ligne. Aujourd'hui, elle a pleuré quand j'ai éteint la lumière. Je n'ai rien dit, j'ai juste regardé. Réaction, larmes au bout de 3 minutes et 12 secondes. L'expérience d'isolement émotionnel continue de porter ses fruits. L'enfant perd la conscience temporelle au bout de 48 heures. Personne ne pose de questions. Personne ne soupçonne. Lucie retint son souffle. Elle se tourna vers ses collègues. Photographiez tout. Ne laissez rien sans documentation. Aucune victime à l'intérieur, a demandé un officier. Lucie secoua la tête. Mais il y avait quelqu'un ici. Et cette pièce est un enfer. Une foule s'était rassemblée à l'extérieur. Les journalistes brandissaient leurs micros, leurs appareils photo activant sans relâche leurs flashs. Elena Brox, est-ce lié à votre fille? Sa voix était à peine un murmure, et Elena couvrit le visage de Maggie. Je ne dis rien pour l'instant. Un autre journaliste a insisté, certains disent que vous avez inventé cela pour attirer l'attention à votre réponse. Elena leva le menton. Tout ce que je voulais, c'était protéger ma fille. Si ça me fait détester, tant pis. Lucie émergea, le visage pâle comme s'il avait perdu toute couleur. Elle s'approcha d'Elena. Tu veux entrer? Elena secoua la tête. Je le vois à tes yeux. Lucie baissa la tête. Merci de ne pas avoir abandonné. Où est-il? Demanda Elena. Pourquoi n'est-il pas là? Il s'est enfui avant l'aube, répondit Lucie. On va le retrouver. Quelqu'un a dû le prévenir du mandat. Le lendemain, des gros titres horrifiants ont envahi tous les médias, une salle de torture pour enfants découverte à Concorde, un journal d'expérience émotionnelle révèle l'horreur, une mère célibataire qui a refusé de garder le silence. Sur les réseaux sociaux, les vidéos du témoignage terrifié de Maggie sont devenues virales, suscitant des centaines de milliers de commentaires. Croyez les enfants, ne doutez jamais de ses yeux, pourquoi a-t-il fallu cela pour que nous écoutions? Lors d'une conférence de presse, Lucie s'est exprimée avec une intensité discrète, nous n'avons retrouvé aucun corps, mais nous avons de fortes raisons de penser que le suspect est lié à de multiples disparitions survenues sur plusieurs années. Une chasse à l'homme est en cours dans tout le pays et une force spéciale est déployée dans 3 États où il résidait. Tous les témoins bénéficient d'une protection totale. Un journaliste a demandé, pourquoi la police n'a-t-elle pas agi plus tôt? Lucie marqua une pause, puis répondit d'un ton ferme, parce que les adultes ont tendance à douter de ce qui se trouve en dehors de leur monde familier, et que notre système ne croit trop souvent qu'à ce qui est mesurable. Pourtant, l'intuition d'un enfant ne doit jamais être sous-estimée. Ce soir-là, Elena était assise devant son ordinateur et regardait les gros plans de Lucie sur la pièce secrète. Maggie entra sur la pointe des pieds, se figea et murmura, « Je connais cet endroit. » « Je sais, » répondit Elena, la voix brisée. J'entendais cette voix toutes les nuits. Mais maintenant, elle a disparu. Cette fois, ils ont enfin écouté. Les jours passèrent, mais Concorde resta hanté par ce qui émergea de ce mur. Les présentateurs du journal télévisé repassèrent les images, les terribles détails de la pièce restèrent gravés dans la mémoire collective. Malgré des preuves irréfutables, M. Richard échappa à la capture. « Je sais », cria presque Elena au téléphone quand Lucie appela. Personne ne l'a trouvé. Nous avons fouillé 3 anciennes résidences, mais rien. Légalement, sans corps, il est difficile de porter plainte. Elena frappa la table du poing. Tu es en train de me dire qu'une pièce insonorisée, des entraves, des cheveux d'enfant et un journal intime ne suffisent pas. La voix de Lucie était lourde. J'ai déposé un mandat d'arrêt international, mais la loi a parfois du retard sur l'urgence morale. Il disparaît, et il est parti. Les larmes d'Elena coulèrent. Lucie resta silencieuse un instant, puis murmura, pas encore. Il sera bientôt démasqué, la pression publique est immense. L'après-midi suivant, Elena s'est rendue au supermarché du coin avec Maggie.
Cachée par un masque et une casquette, elle ressentait encore des jugements froids en cherchant du lait. Une grande femme aux cheveux teints enroule à interpeller. C'est vous qui avez posté cette vidéo de votre fille, n'est-ce pas? Vous avez semé le chaos dans ce quartier. Mon enfant refuse de dormir, de peur de finir dans cette pièce. Elena prit une profonde inspiration. Je n'avais pas le choix. La femme ricana, tu aurais dû te taire, les gens bien le font. Derrière eux, un homme, habillé comme un professeur, lança un regard méprisant, où sont les preuves? Pas de corps, pas de témoins, juste vos spéculations. Ma fille a été traumatisée à cause de vous. Elena serra la main de Maggie et s'éloigna en courant, les murmures et les moqueries traînant derrière elle. Cette nuit-là, Elena a trouvé un mot sous son paillasson, continue à remuer le pot, et ta fille sera la prochaine dans le mur. Terrifiée, elle s'enferma dans sa chambre et appela Lucie. Il me menace ouvertement. Lucie répondit, j'organiserai des patrouilles nocturnes autour de ta maison. Mais souviens-toi, ils ne te détestent pas. Ils ont peur. Peur de la vérité. Et maintenant, ils doivent l'affronter. Tard dans la soirée, Madame Bethany, une voisine âgée, arriva avec des biscuits et du thé chaud. J'habite ici depuis 40 ans, dit-elle doucement. Je n'ai jamais vu de voisins perdre la tête à ce point. Ils vous traitent de menteurs, ils maudissent votre enfant parce que vous êtes le miroir de leur apathie. J'ai entendu des bruits provenant de cette maison aussi, j'ai cru à des rats. Je n'ai pas osé regarder de plus près. Les yeux d'Elena brillèrent. Madame Bethany lui serra la main. Ne t'arrête pas maintenant. Ne les laisse pas t'entraîner dans le silence. Pendant ce temps, Maggie se repliait sur elle-même à l'école maternelle, dessinant des images dérangeantes et refusant de parler à qui que ce soit. Lors d'un entretien privé, l'enseignante de Maggie a confié, certains parents pensent qu'elle est possédée. Ils ont demandé le transfert de leurs enfants, votre fille altère leur perception de la normalité. Le cœur d'Elena se brisa devant la silhouette abattue de sa fille. Le lendemain soir, Lucie invita Elena dans un petit café du centre-ville. Elle déplia un dossier. Voici des extraits du journal de Richard, corroborés par notre enquête. Elle ouvrit le dossier sur une page datée du 4 septembre 2011. Elle ne me regarde plus. Au bout de 5 jours, son regard était vide. Aucune réaction. J'ai augmenté le volume des aboiements, elle a juste tressailli. Elena retint son souffle. Lucie poursuivit, j'ai envoyé ceci à la famille d'Irène, sa fille a disparu le même mois. Il demande la réouverture du dossier. Lucie a mis son téléphone sur écoute. 8 familles des 3 régions où vivait Richard collaborent désormais à l'établissement de profils comportementaux. Nous sommes sur le point d'ouvrir une enquête fédérale. Elena sentit un fragile espoir naître. Et il n'a toujours pas été attrapé? Pas encore, répondit Lucie. Mais s'il est encore aux États-Unis, il ne pourra pas se cacher bien longtemps. Quelques jours plus tard, une réunion publique réunit tous les foyers. Elena hésita sur le seuil, puis entra. Les conversations s'atténuèrent, tous les regards se tournèrent vers elle. Le premier à prendre la parole fut Monsieur Thomae, le voisin âgé qui avait autrefois défendu Richard. Je m'excuse, dit-il d'une voix chargée d'émotion. Je disais qu'Elena était trop sensible. Maintenant, je réalise que j'ai été lâche. Il baissa la tête profondément. Une jeune femme se tenait à côté de moi, et à cet instant, je sentis le poids de mon silence peser sur moi comme une pierre. Ma fille jouait avec Maggie. Je lui interdisais de la voir parce que je croyais aux rumeurs et que j'avais tort. Puis Madame Bethany se leva, la voix ferme, je n'avais pas seulement tort, j'étais complice en silence. Elena se leva, les yeux brillants d'un feu discret. Je n'ai besoin d'excuses de personne, dit-elle. J'espère seulement qu'à partir de maintenant, si vous entendez un enfant parler de peur, nous ne resterons plus silencieux. La salle se tut complètement. Puis vinrent les applaudissements, d'abord rares, puis se transformant en une vague de reconnaissance et de détermination. Ce soir-là, Elena s'assit à côté de Maggie et lui caressa doucement les cheveux. « Maman, » murmura la petite fille, « ils ne me détestent plus. »« Ils ne t'ont jamais détesté, ma chérie, » répondit Elena en repoussant une mèche de cheveux derrière l'oreille de Maggie. Ils ne comprenaient tout simplement pas. Mais maintenant, ils comprendront. Les yeux de Maggie brillèrent. Je n'entends plus les pleurs. Ils ont disparu. Elena sentit des larmes jaillir non pas de peur, mais de soulagement. C'est fini, répéta-t-elle. Le lendemain matin,
Lucie arriva plus tôt que d'habitude. Elle s'arrêta devant la bibliothèque publique où Elena avait repris son travail à temps partiel après près d'un mois de congé. « Elena » appela-t-elle en brandissant une pile de dossiers. « Il y a quelque chose ici qui pourrait marquer un tournant. » Elena étudia le visage de Lucie, encore marqué par ses nuits blanches. « Qu'est-ce qu'il y a ? » Je me suis porté volontaire pour être réaffecté temporairement à Rochester pendant 7 jours, afin de réexaminer des dossiers non résolus. Ce n'est pas un ordre officiel, mais c'est notre seule chance de fouiller dans ce qui a été oublié. Elena était stupéfaite. Mais c'est vous qui dirigez l'enquête ici, à Concord. J'ai transmis tous les dossiers à mes collègues. Concord était l'étape suivante, dit doucement Lucie. Rochester est là où tout a commencé. Si je trouve des preuves solides liées à une disparition spécifique, nous pourrons porter plainte, même sans Richard en détention. Émue, Elena hocha la tête. Tu n'abandonnes pas. La voix de Lucie était comme le vent dans les branches nues. J'ai été abandonné. Je ne laisserai pas cela arriver à un autre enfant. 3 jours plus tard, Elena reçut le message de Lucie, j'ai trouvé quelque chose que personne ne voulait trouver. Appelle-moi quand tu pourras. Elena composa immédiatement le numéro. Lucie ? Je me trouve dans un ancien entrepôt ayant appartenu à la famille Rodriguez, ceux qui avaient loué une chambre à Richard en 2011. J'ai découvert le plan original de la maison où Lorraine, la fille d'Irène, a disparu. Il y avait une petite pièce derrière la cuisine, qui était fermée. Elle correspond presque parfaitement à la structure de sa maison actuelle. Elena, poursuivit Lucie, la voix tremblante d'excitation, dans un tiroir en bois, j'ai trouvé un petit carnet relatant ses cruelles expériences émotionnelles. Et le nom de Lorraine y figure, l'écriture correspond au journal que nous avons trouvé à Concord. Elena reprit son souffle. Nous avons enfin une victime précise. Pas de corps, mais un nom, un lieu, un journal, des objets similaires, le même type de chaise, la même isolation phonique. J'ai remis le rapport complet au département, a déclaré Lucie. Nous pouvons demander un mandat d'arrêt international d'ici une semaine. Cet après-midi-là, Elena est allée chercher Maggie à l'école. La petite fille semblait plus radieuse, la confusion dans son regard s'étant dissipée. En entrant dans la maison, Maggie dit « Maman, mademoiselle Lucie est loin, n'est-ce pas ?» Elena s'agenouilla et la serra dans ses bras. « Oui. Elle cherche des choses que personne d'autre ne veut trouver. » Maggie ferma les yeux. « J'ai rêvé d'elle, » murmura-t-elle. Elle tenait un carnet. Il y avait le nom d'une fille en robe jaune. Je crois que c'était elle qui était coincée dans le mur. Elena la serra contre elle. Elle trouvera la vérité. J'y crois. Ce soir-là, lors d'une réunion à huis clos avec des avocats, des représentants du Conseil de protection de l'enfance et la police, Lucie a tout exposé de Rochester, 3 maisons, 3 pièces insonorisées, des meubles identiques, des chaises de contention, des jouets mutilés et des journaux de comportement avec une formulation presque identique. L'avocat Michael Grant posa la main sur la table. Si cet homme n'est pas un criminel, alors le pays tout entier a halluciné. Je vais déposer une requête en détention provisoire par contumace où il y a un risque évident de récidive et un comportement pathologique avéré. Le lendemain matin, tous les grands médias ont révélé l'affaire, la police découvre de nouvelles preuves à Rochester, Richard Blake fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Ce vieil homme autrefois doux et amoureux des chiens était devenu un symbole national de l'horreur. À Concord, les avis restaient partagés, certains qualifiaient Elena de mère la plus courageuse d'Amérique. L'article, podcast, interview, photo de Maggie en couverture d'un magazine pour enfants tandis qu'une minorité plus restreinte et plus bruyante insistait, pas de corps, pas de victime vivante, pas de crime. Au cours du thé, Madame Bethany serra la main d'Elena. J'ai lu que quelqu'un avait dit que votre fille devrait être isolée pour cause d'hallucinations contagieuses. Les yeux d'Elena brillèrent. Que dois-je faire ? Continue. Ne t'arrête pas. Tu en es la preuve vivante. Personne ne peut effacer ce que toi et Maggie avez vécu. La nouvelle de l'inculpation officielle a fait l'effet d'une onde de choc aux États-Unis. Ce n'était plus une rumeur ni un débat en ligne, mais une loi, un mandat d'arrêt international portant le nom de Richard, sa photo et une longue liste d'accusations terrifiantes, séquestration, maltraitance d'enfants et disparitions orchestrées. Lucie a organisé une réunion au bureau de la protection de l'enfance à Washington, D.C. Le détective Andrew Green du National Missing Person Task Force a rapporté, la reconnaissance faciale a permis de repérer une personne correspondant à la description de Richard à la frontière canadienne.
Lucie a ajouté, une caméra de sécurité l'a filmé en train de traverser un sentier près de Jackman, au Québec. Il portait un chapeau, des lunettes de soleil et de faux documents. La police canadienne a confirmé son observation, mais ne l'a pas arrêté. Elena déglutit. Avons-nous encore une chance? Michael hocha la tête. Très bien. Interpol a pleinement coopéré. Nous avons besoin de votre aide. Elena prit une profonde inspiration. Le regard de Lucie soutint le sien. Nous devons diffuser un appel à témoins publics, votre voix, celle d'une mère. 3 jours plus tard, une vidéo était diffusée sur les chaînes américaines et canadiennes. Elena regardait droit dans la caméra, si vous avez vu cet homme, ne restez pas silencieux. Ce n'est pas seulement un fugitif, il a transformé des maisons en prison. Je n'ai pas besoin de votre nom, j'ai juste besoin de votre vérité. Pour qu'aucun enfant n'entende plus jamais frapper à l'intérieur d'un mur. Le premier tuyau est venu de John Peterson, un aubergiste du Québec. Je lui ai loué une chambre au 3e étage, route 173. Il se faisait appeler Robert Mitchell, mais parlait comme un New-Yorkais. Lucie est passée à l'action. 2 heures plus tard, à 23h47, l'équipe d'intervention a encerclé la vieille maison. Police. Haut les mains. Un homme émergea, le regard vide, une petite valise à la main. Il ne résista pas et ne parla pas. Lucie appela Elena par vidéo, ce n'est plus une ombre. On l'a eu. Elena pleurait en serrant Maggie dans ses bras. Ma chérie, tu as réussi. Le lendemain matin, la une des journaux tenait un nom devenu légende, Richard Blake, ce nom murmuré à travers le pays, accusé de la disparition d'enfants, avait été appréhendé au Canada. À Washington, sous l'œil scrutateur des enquêteurs, Richard Blake demeurait impassible. Dans le silence de son esprit, il répétait ces mots lourds de solitude, personne ne m'a jamais cru, tout comme personne n'a jamais cru leur voix. De l'autre côté du miroir sans teint, Lucie observait chaque trait de son visage. Dans un souffle à peine audible, elle s'adressa à l'homme qui refusait de baisser les yeux, nous croyons ces victimes. Une semaine plus tard, sans un mot d'avertissement, Lucie réapparut à Concord. Le soleil caressait le jardin d'Elena et de sa fille qui, côte à côte, arrosaient de délicates corolles colorées. Elena, appela Lucie, ses pas résonnant dans l'allée pavée. Elena sourit, l'âme légère, tu es de retour. Lucie s'agenouilla devant Maggie, la petite main encore humide de rosée florale, et déplia un exemplaire spécial du Concord Monitor. En titre gras, une proclamation triomphante, mère et fille brisent le mur du silence et redéfinissent la justice. Maggie lut à voix basse, ses yeux brillants, je me souviens encore du rêve de cette pièce, mais je n'ai plus peur. Alors Lucie, d'un geste tendre, invita Maggie à la suivre du regard. Elle sortit de sa poche un badge en argent finement gravé, officier honoraire du cœur. Ce badge est pour toi, Maggie, car tu as vu ce que tant de gens préféraient ignorer. 1 mois après l'extradition de Richard Blake, la Cour supérieure de Washington ouvrit ses portes pour le procès tant attendu. Elena, au 3e rang, serrait la main de sa fille. Un silence solennel s'installa lorsque l'accusé fit son entrée, le regard fixe. L'accusation déroula sa litanie de preuves, des pièces identiques retrouvées dans 3 États, des notes de psychologie manuscrites, et surtout, ces traces de sang appartenant à la petite Lorraine Moore, disparue trop tôt. Plusieurs témoins prirent la parole, dont Elena elle-même. Au micro, la voix d'Elena trembla légèrement mais resta ferme, je ne suis pas une experte, je suis simplement une mère. Quand ma fille m'a confié qu'elle entendait des pleurs derrière les murs, j'ai douté, je m'en excuse, aujourd'hui, je la remercie d'avoir trouvé le courage de ne jamais se taire. Les applaudissements jaillirent dans la salle, embrasant même le visage impassible du juge d'une émotion inattendue. Après 3 heures de récit poignant, le verdict tomba, Richard Blake reconnu coupable de séquestration aggravée, de maltraitance psychologique sur mineur et de violation des droits de l'enfant. Il fut condamné à la peine fédérale maximale, assorti d'un suivi psychiatrique à long terme. L'écho des applaudissements retentit de nouveau. Lucie posa une main douce sur l'épaule d'Elena, nous avons gagné. Elena croisa alors le regard calme de Maggie, pas un sourire, mais plus aucune trace de peur. 3 mois plus tard, lors de la Journée nationale de la protection de l'enfance, le ministère de l'Éducation conviait les héros silencieux à une cérémonie à Washington. Maggie, debout sur l'estrade, s'adressa à la foule. Je ne me souviens pas de tout, mais je sais que j'ai dit à ma mère, quelqu'un pleure à l'intérieur du mur et elle a cru chacune de mes paroles. Le public se leva, ému,
et acclama la petite voix qui avait brisé l'indifférence. Dans une interview ultérieure, on interrogea Lucie sur la clé de cette victoire. Elle répondit avec une simplicité bouleversante, ni l'expertise, ni les badges, mais un enfant qui a osé parler et une mère qui a osé croire. Cette nuit-là, chez Elena, un cahier s'ouvrit sous une photo d'elle et de Maggie enlacée. Entre deux pages blanches, ces mots tremblaient d'amour. Ma chère Maggie, tu m'as appris à écouter avec mon cœur. Tu as donné une voix à la chambre muette de la peur, et tout un pays t'a entendu. Tu es mon héros. Lorsque la lumière s'éteignit, l'obscurité n'inspira plus aucune crainte, désormais, chaque porte demeurait grande ouverte.